Bonjour à tous, Lucas Rastelli du Café des Sports. Je suis accompagné avec le spécialiste handball du Café des Sports. Bonjour Lucas, merci de me recevoir. C'est Oh. toujours un plaisir d'être avec C'est toi. toujours un plaisir. Hier, on était à la Kind Arena de Rouen pour les demi-finales du Trophée des Champions. C'est une sorte de compétition qui rassemble les 4 premiers du dernier championnat. Oui, c'est exact. Ouais, on est bien. Un spectacle plutôt... C'est du rodage d'avant-saison, quoi. On va vous en parler après. Et c'est pas, j'allais dire, c'est un peu près comme au foot où c'est plus du rodage d'avant-saison. Les équipes ne jouent pas sérieusement et les stars jouent assez peu. D'ailleurs, je parlais des équipes participantes. C'est les 4 premières équipes de la saison dernière du dernier championnat qui sont qualifiées pour le Trophée des Champions. Paris Saint-Germain, champion de France. Le HBC Nantes, mon cher Lucas, qui avait également gagné la Coupe de France et qui avait terminé deuxième du championnat, c'est vrai, et qui avait également terminé finaliste l'an dernier. Peut-être que ce samedi, oui, ouais. Le H pourra peut-être remporter enfin son premier trophée. Ouais, parce que ça fait 3 ans de suite que le PSG gagne ce Trophée des Champions. C'est exact. Ouais. Après, bon, pour les autres équipes, il y a Montpellier, le MHB. Qui est un habitué de la compétition. Qu'on présente plus parce que qui a remporté le Trophée des Champions en 2010 et en 2011. Super puissance du hand dans les années 2000 avec Karabatic à l'époque. Qui est maintenant au PSG, c'est quand même très drôle. Paradoxal. Quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, Montpellier. Oui, qui avait été battu de justesse par Veszprém. Qui est tombé après au Final Four contre le PSG. Oui, le MHB qui cette saison s'est bien renforcé à ses postes. Mais ça, on va en reparler juste après. Et on a vu aussi Saint-Raphaël, 4e du dernier championnat, demi-finaliste de la Coupe de la Ligue. Il y avait un petit peu une petite revanche, Lucas, par rapport au fameux but de Michael Hansen sur le buzzer qui est... Après, c'est toi, c'est ta très théorie. litigieux. C'est ta théorie à toi. Et puis aussi qui avait atteint la demi-finale, le Final Four de la Coupe EHF et qui avait perdu contre Berlin et Magdebourg. Et qui, on va revenir après, Saint-Raphaël, dont on se fait un petit peu du souci au Café des Sports. C'est parti pour l'analyse du Trophée des Champions par Lidl avec le premier match, Paris-Saint-Raphaël. Trophée des Champions by Lidl a été inventé en 2010. Dans quel intérêt ? Alors tout simplement, déjà à l'époque ça s'est déroulé à Monaco. Le Monaco, après ça a changé un petit peu. Et c'était pour un petit peu dynamiser le hand français suite aux grandes épopées des experts qui ont successivement été champions olympiques 2008, champions du monde 2009 et champions d'Europe 2010. Et ce qui était quand même assez drôle pour l'époque, c'est que l'ensemble du collectif de Montpellier, c'était l'équipe de France. Donc Montpellier va remporter les éditions 2010 et 2011, et après, dirons-nous que ça va se stabiliser au niveau du Trophée des Champions. Et le Paris Saint-Germain qui recommence à dominer un peu cette compétition, ça fait 3 ans de suite qu'il la gagne. C'est exact, mais la première édition du Trophée des Champions par le Paris Saint-Germain était vraiment très très compliquée, la saison 2013-2014 où le PSG s'est fait éliminer en demi-finale. Lucas, mais alors là ça a été une catastrophe sans nom. C'était cata, ouais, même la saison n'était pas bonne, puisque après avoir surdominé le championnat pour la première année du PSG version QSI, ils avaient fini 2e derrière Dunkerque. C'est exact, et Dunkerque qui va remporter l'édition 2012 du Trophée des Champions avec un collectif vraiment soudé et généreux qui est tourné vers l'expérience, on en parlait, Sébastien Bosquet ou Mohamed Mokrani, et même Vincent Gérard, le Montpellierin, et qui va terminer la compétition en battant en prolongation, en tir au but, Chambéry, avec notamment un excellent Erwan Siakam qui va d'ailleurs terminer la compétition en tant que MVP et 7 buts en finale. Ouais. Le Trophée des Champions a beaucoup bougé de lieu, comme j'avais commencé à le dire. Ça avait commencé par Monaco, puis après il y a eu une édition à Tunis, puis après une édition un peu en Vendée. Et à Nantes aussi. Et à Nantes, et là cette année c'était à Rouen. Et à l'exception de Nantes, dans toutes ces villes ou pays, pendant le cas de Monaco, le handball est assez peu populaire. Par exemple, l'équipe de Rouen, c'est plutôt Wassel Rouen, joue en National 1, c'est la 3e division. Ce qui fait que c'est pour nationaliser le hand qui est assez concentré quand même en région parisienne. Et rien que cette saison, 4 des 14 clubs de Lidl Star League jouent en région parisienne. Donc Créteil. Entre Paris, Tremblay, Ivry et Massy. Et non, Créteil est descendu. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Ouais, va affronter Billard. C'est ça, oui. C'est un complot. Va affronter Vernon. Oui, hein, moi je ne suis pas d'accord. Je m'offusque. Bon, bref, trêve de mondanité, on va enchaîner avec le premier débrief de PSG Saint-Raphaël.
pensé quoi, Maxime, de PSG Saraf, personnellement? Je suis très mitigé sur ce match. J'ai eu l'impression que dès le début de partie, je ne sais pas pour toi, mais le PSG a pris de haut la défense de Saint-Raphaël et ils ont joué un petit peu lentement. On n'a pas eu ce jeu rapide que peut-être tu te souviens en finale de Ligue des Champions, où là vraiment les contre-attaques étaient bien menées. Mais vraiment la défense du PSG, bon, tient la route, mais vraiment j'ai eu l'impression qu'il y avait ce décalage au niveau déjà des budgets, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher, le PSG est le plus gros budget d'Europe avec presque 17 millions, c'est ça? C'est ça, ouais. Et qui gagne même pas la Ligue des Champions. Ouais, on en reviendra pas sur ça et la défaite contre Skopje. Mais on va parler plutôt de PSG Saraf, ça va être un peu mieux. C'est mieux. Mais j'ai vraiment trouvé que le PSG jouait peut-être de manière plus fluide. On a vu, ils ne prennent pas plus de... On voit l'attaque 35 buts, et ils prennent moins de 30 buts en défense, ils en encaissent moins. On se rappelle, 35-28, on s'en rappelle de cette série de matchs amicaux, de 35-28 contre Créteil, 35-24 contre Skjern, 35-25 contre Aalborg. Ils ont battu aussi Saint-Raphaël de plus 10 en préparation, et là ils continuent vraiment à se stabiliser au niveau du jeu. Et je trouve, je sais pas pour toi, mais là on a plus vu le collectif, contrairement à l'année dernière, où là on a peut-être une meilleure exposition des joueurs. Ouais. Après, je trouve que le match a perdu vite de son intérêt à cause de l'écart qui s'est fait dès le début de match. Paris a provoqué beaucoup de fautes et Saint-Raphaël, je les ai trouvés très frustrants en attaque. Alors, je ne sais pas, est-ce que Saint-Raphaël avait la même ossature que l'année dernière, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'au niveau du jeu de ballon et du jeu de transition de balle, c'était vraiment très compliqué. Cocheteux à la finition n'est pas exceptionnel, bon, mais quand même 7 buts. Hein. Ouais, il peut quand même scorer. Quoi. Mais au niveau des jets de 7 mètres, c'est vrai que Rodrigo Corrales a vraiment été impressionnant. Il en a la doubleur de Thierry Omeyer. On a des nouveaux gardiens espagnols qui vient de Wisla Plock et qui a vraiment été très impressionnant. Mais après, c'est vrai que Saint-Raphaël, Lucas va vous en reparler, lui a été très affecté par la blessure de Xavier Baraché. Il pense que c'est... Je pense que ça fait beaucoup parce que quand tu te prépares dans une compétition avec un mec comme Baraché, qui n'est pas le dernier des crétins, et qui se pète pour plusieurs mois, à 3 jours du début de la compétition, t'es obligé, t'as tout à refaire au niveau des systèmes, de la prépa. Moi, je suis pas de ton avis, parce qu'on a dit Panda, l'international français... Qui a raté sa finition, il n'a pas été énorme à la finition. Oui, mais bon, au niveau du jeu collectif, il était présent. Puis en défense avec Chimikou, cette ossature à Chimikou, Dipanda, arrière droit, arrière gauche, a vraiment fait très mal. D'ailleurs, Chimikou s'est fait exclure à plusieurs reprises. Ça, c'était... Chimikou, que j'ai bien aimé sur ce match. T'as pas trouvé très bon offensivement, il a peu scoré, mais j'ai bien aimé son impact dans le jeu. Bah, offensivement, il nous a habitués à mieux, c'est vrai. Hein. On se rappelle de quand il jouait à Hambourg, où il te claquait 7 buts par match. Ce qui est plutôt une bonne moyenne. Mais c'est vrai que là, Chimikou, en défense, était plus présent qu'en attaque. Mais bon, après, il y a eu des faillites de cas. Je pense à Daniel Sarmiento, là, l'ancien joueur du Barça qui a signé à Saint-Raphaël l'an dernier. Pas vraiment dans son match. Alexandre Demaille, l'ancien gardien de Dunkerque également, qui est revenu au pays un peu. Il n'était vraiment pas non plus dans son match. Et je pense aussi que Alexandre Lingard, le pivot danois, était peut-être en dessous. Était pas ouf, ouais. D'un côté parisien, les individus, les Karabatic étaient toujours présents. Ils ont fait un match correct, hein. Surtout Nicolas que j'avais bien aimé. Nicolas toujours parfait, toujours présent dans le jeu. Toujours présent. Titi Omeyer qui a fait un bon match dans les buts. Les deux gardiens parisiens ont été très bons. On a très peu vu Mikkel Hansen parce que le trophée des champions c'est du rodage. Gensheimer aussi qui a été bon. Gensheimer, oui, l'ailier allemand qui confirme saison après saison. L'année dernière, il avait terminé meilleur buteur de Lidl Star League. Top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. 3e meilleur buteur de Coupe de la Ligue. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais le capitaine de la Mannschaft est vraiment en forme avec déjà 6 buts en demi-finale. Sacré scoreur. Rémili qui a fait un bon passage en deuxième mi-temps. Oui, Nedim Rémili. L'ancien Cristolien, il va vous en parler. L'ancien Cristolien, bon, pour l'avoir vu jouer à Créteil quelques saisons auparavant, il a toujours ces petits problèmes de croisée. Mais bon, c'est vrai qu'à la finition, au niveau du tir en suspension, en tir en appui, il est vraiment présent. Il n'hésite pas à donner de son corps et à donner de sa force auprès des défenses, Rémili. Et je pense que si il nous fait une bonne saison comme il l'avait fait au Mondial de hand, on se rappelle notamment il avait fait un bon match. 6 buts en demi-finale contre la Slovénie. En quart aussi, il avait été pas dégueulasse. Oui, contre la Suède, 5 buts d'affilée. Ouais. Il a fait sa petite série aussi autour de la 45e, je crois qu'il met. À peu près de la 45e, Rémili, c'est à peu près 5 buts. C'est The Rémili Time. Oui, on sent que Noka Serdaruzic lui fait confiance. Et en parlant de confiance, Sander Sagosen, le Norvégien, qui est très très bien intégré au collectif. Qui a été MVP de ce match. Oui, avec notamment 8 buts.
Ouais. J'ai bien aimé aussi, bah, tu dis faire confiance aux jeunes avec Remili, t'as Dylan Naï qui a été pas mauvais, Et le joueur du centre de formation. qui a eu sa de petite gauche. séquence. Et il y a aussi Benoît Kounkout qu'on a revu après plusieurs mois d'absence, Ouais. qui était plutôt en vue en défense qu'en attaque, mais bon, qui a bien dynamisé le jeu parisien. Et puis on avait aussi Luka Karabatic. Oui, que j'en avais parlé un petit peu, mais j'ai plus parlé de Nicolas, j'ai plus ressenti du Nicolas que du Luca. Après, En défense, un peu cette charnière Nicolas-Luka tient vraiment la route, et je Luka. sens que Noka Darrouzé, tu peux m'excuser, insiste vraiment sur cette confiance un petit peu. Puis il y a le capitaine du PSG, Daniel Narcisse, je sais pas ce que t'en as pensé. Qui a très peu joué, qui a joué quand le score était plié. Mais à mon avis, c'est plus du leadership de vestiaire. Il va jouer surtout pour la saison, parce qu'il a son âge quand même. Bientôt les 40 ans. Il a bientôt les 40 ans, et à mon avis, il est plus proche de la fin que du début de sa carrière. C'est pas être insultant, mais il va très peu jouer parce que il va très peu jouer dans les matchs de Trophée des Champions, et même il va être économisé le plus possible pour qu'il soit bon en fin de saison. C'est quand même là le plus important. Il préfère gagner le PSG, préfère gagner la Ligue des Champions que le Trophée des Champions. Ils vont pas griller toutes les cartouches dès le début de saison, quoi. J'ai bien aimé aussi le numéro 7, où le nom m'échappe totalement. Luka Stepancic, international croate, qui a signé l'année dernière à Paris, et qui lui est vraiment en habitude trophée de champion. Il avait claqué 5 buts en demi-finale contre Montpellier l'an dernier, et 5 buts en finale contre Nantes. Oui, c'était... Il est plutôt sur une bonne continuité de jeu. D'un point de vue d'ambiance, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, je trouve, à la Kinder Mais Arena, c'est- qui était à un tiers vide, et à Et, part quelques supporters parisiens qui qui était, criaient Paris, qui était- défense. Qui était vraiment la troupe du 8e homme, ceux qui sont vraiment les plus fidèles supporters. Ouais, de mais il Paris. n'y avait que 5-6 personnes. Je m'attends pas à une ambiance comme un stade en Turquie, mais le PSG, c'est quand même presque un des clubs les plus populaires en France maintenant depuis l'arrivée de QSI, et ça a sans doute permis aux gens de s'intéresser aux Nantes parce qu'il y a un coin un peu familier. Puis maintenant, on va vous parler du match qu'on a adoré tous les deux, Du match qu'on a beaucoup plus apprécié parce que je trouvais le match un peu mou par rapport à... qui est celui de Montpellier contre Nantes, les deux grands rivaux du championnat de France. Je dirais une demi-heure après PSG Saint-Raphaël, on a recommencé avec la deuxième demi-finale entre Nantes et Montpellier. T'as été un peu déçu toi au niveau des supporters du H qui n'étaient pas venus, tu t'attendais à voir des copes venir à Rouen? Oui, c'est ça. Moi, peut-être tu m'as expliqué aussi par rapport aux distances. Mais c'est vrai que moi, le club des supporters nantais, le H-Fan et même les Blue Fox, qui sont vraiment Le COP de Montpellier quoi. les supporters officiels du MHB, qui sont vraiment les supporters d'antan, comme on aime bien en trouver, qui mettent l'ambiance. J'ai eu l'occasion de les voir à plusieurs reprises quand ils jouaient contre Créteil, qui sont vraiment là pour mettre l'ambiance et qui sont vraiment de très fidèles supporters. Qui sont vraiment sympathiques, ça fait penser un peu à des publics nordiques, si vous savez, comme Lens au foot ou le Portel en basket. Ou même Dunkerque, Même Dunkerque, les publics ch'tis sont les meilleurs de France, Les d'ailleurs on leur Endiablés. fait un gros bisou. Au les passage, endiablés, ceux de Dunkerque. Ouais. on leur fait un gros bisou. Alors ce match, on va commencer par une anecdote hilarante. Thierry Henty se prend un carton jaune, comme à chaque match. Comme à son habitude, et aussi un autre truc qui m'avait plus marqué, moi, à l'échauffement de Nantes, ils étaient venus avec un t-shirt en soutien à Théo Dérault, qui est un ancien joueur du H, qui est qui a désormais joué à Aix-en-Provence. ouais, qui a joué entre 2015 et 2017. Qui est désormais à Aix-en-Provence, qui a été diagnostiqué avec une maladie grave. D'ailleurs, le Café des Sports, lui, toi, On lui moi, apporte. Maxime, on lui apporte tout son soutien, parce que c'est pas facile une maladie grave, comme ça. Et c'est vrai que on a pu voir enfin Kirill Lazarov de près. Qui a assez peu joué, mais comme je vous ai Oui, dit, mais c'est il du était là, remplage. il était là. Il était là. Ça apporte un nom. Le H quand même, à Dominique Klein, ancien joueur de Kiel, Eduardo Gourbindo, ancien joueur du Barça. Ils ont notre ami Cyril Dumoulin. Qui a fait un énorme match.
17 arrêts. Les deux gardiens ont fait un très bon match. Vincent Gérard aussi à Montpellier. Ah, Vincent Gérard, il est toujours aussi teigneux quand même. Hein. Après, on peut, à mon avis, Dumoulin et Gérard, c'est la future doublette de l'équipe de France, qu'au meilleur sera parti parce que lui aussi est sur la fin. Au meilleur, déjà parti. Il est déjà parti, mais Mais, lui, il part bientôt mais déjà, en retraite. Hein. Déjà, on les avait vus en doublette ou en championnat d'Europe 2014 et en Golden League 2014. Ouais, en plus, Dumoulin, il a fait un match énorme. Il a arrêté plusieurs fois, tu sais, les tirs à 2 reprises, Ouais. je sais pas comment on pourrait le dire. Il a fait des doubles parades aussi. Ouais, les doubles parades. Et aussi, à ouais. 7 mètres, il a vraiment été impérial contre Jean-Loup Faustin, contre Michael Guigou. C'est vraiment impressionnant. Ou même contre Vitko Kaftichnik, qu'on a trouvé un peu décevant, Montpellier. Oui, le jeu était très porté sur l'attaque. Je trouve que le jeu était très offensif et très agréable à regarder. Il y avait peu de fautes pour casser le jeu, etc. Il y a même eu assez peu de 7 mètres. Ah si, les 7 mètres, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pour Montpellier, côté Montpellier. Mais Dumoulin, quand même, on a quand même détourné 3. Ouais. Impressionnant. Et au niveau de la rigueur défensive, il n'y a pas eu de 2 minutes pendant ce trophée des champions. Il n'y en a eu qu'un seul, je crois, pendant Montpellier. Ce match était plutôt très intéressant. Et puis c'est quand même la revanche de la finale de la Coupe de France de l'an passé. Que Nantes a gagné. Que Nantes a gagné. Ouais. Et je sais pas si tu as remarqué, mais toi, moi je voyais ça comme une vraie opposition de style. Nantes, il y avait beaucoup plus d'individualité. Par exemple, tu as Balinguer qui était. David Balaguer, lui aussi ancien du Barça. Ouais. Tu as Claire aussi, que toi, tu pas trop apprécié. Bah, Claire. Nous, on a été habitués à mieux avec Nicolas Claire. Bon, c'est le trophée des champions, c'est la reprise, il est un petit peu en dessous, mais bon. C'est vrai que Claire, il a plus été distributeur de ballon que à la finition. Ouais. Mais bon, il y a l'ancien aussi cristolien Olivier Gnocas. Oui, et qui est habitué à faire des passes pas très conventionnelles, mais des fois qui aboutit en des pertes de balles idiotes. C'est vrai que ces passes dans le dos, il faut vraiment être un karabatique pour pouvoir les récupérer. C'est un peu, tu sais, c'est un peu les mecs qui se la jouent un peu Magic Johnson, tu sais, à faire des passes un peu ouf, mais tant mieux, tu vois, c'est du rodage. Il termine quand même la partie avec 7 buts, ouais. Et donc ces jumps magnifiques. Moi j'étais déçu de pas avoir beaucoup Lazarov quand même. Lazarov, c'est le scoreur fou, meilleur buteur du dernier mondial avec l'équipe de Macédoine, qui porte son équipe de Macédoine. Même de l'Euro 2012. Ouais, il a été meilleur buteur plein de fois. Hein. Et non, mais Lazarov, il est rentré en jeu, il a tiré son petit 7 mètres pour donner le plus 2 à la mi-temps en faveur 18-16 pour Nantes. Ouais, ça a fini en plus 4, mais le match était serré jusqu'au bout. Hein, le match était très serré, c'était vraiment deux oppositions de style. Hein. C'est très collectif, Montpellier. Surtout on connaît tous la rivalité Thierry-Anti et Patrice Canaillé, déjà quand Anti entraînait Créteil ou Paris. Le Paris Handball avant que ce soit racheté par QSI. Mais c'est vrai que donc c'était vraiment un match très intéressant et puis ça nous donne aussi la couleur pour la saison à venir. Nantes peut-il vraiment concurrencer le PSG ? Moi je pense. Eux qui ont échoué à 2 points la saison dernière. C'est vrai que Nantes a vraiment un jeu plus beau et plus dynamique que celui du PSG. Après, il faut voir en championnat parce que Paris a quand même joué pépère, on va pas se mentir, contre Saint-Raph. La finale pourrait être intéressante, Paris-Nantes. C'est la revanche de l'an passé aussi et de la Coupe de la Ligue. Oui, c'est deux places fortes du hand français maintenant. C'est ça, avant c'était Montpellier-Chambéry, maintenant c'est Paris-Nantes. Il faut vivre avec son temps, quoi. Il y avait Créteil aussi à une époque. Il y avait Créteil à une époque, mais depuis t'es sous Prozac. Mais on te rappelle de cette époque. Ouais, Prozac, c'est pas ma faute, la Pro League, c'est pas moi qui décide. Hein. Non, mais le match était quand même intéressant et c'est mieux par rapport à la branlée qui avait été Paris-Saint-Raph, tu vois. Au gros écart qui a été Paris-Saint-Raph, plus gros écart que branlée. Là, je pense que Nantes veut jouer la gagne pour le trophée des champions. Anti a peut-être ménagé Lazarov ou même Sifer qu'on n'a pas vu du tout, qui est vraiment un excellent gardien. Sa finale de Coupe de France l'année dernière où il termine la partie avec 15 arrêts. Ça va, Dumoulin, il était pas dégueulasse non plus. Ah, Dumoulin qui a été pendant plusieurs saisons meilleur gardien du championnat de France aussi. 44% d'arrêts sur ce match qui est énorme. MVP du match, d'ailleurs, j'ai trouvé ça pas contestable. Je te l'avais dit, je crois, à 10 minutes de la fin, si Nantes gagne, c'est lui le MVP. C'était logique. Et Nantes, avec le H, tout est possible. Les Lakers du hand français. T'as MVP pour Paris Saint-Raphaël ou... Oui. Qui est vraiment dans une bonne continuité de compétition et qui confirme les espoirs mis en lui lorsqu'il a signé au PSG, parce qu'il a été victime en 2016 d'une grosse rupture des ligaments croisés et il est revenu en force. Déjà l'année dernière au Trophée des Champions, il avait impressionné par sa régularité en doublette de Nedim Remili, que tu connais bien. Et que Nedim Remili, qui est pour moi mon MVP pour PSG Saint-Raph, l'ancien cristolien qui est un petit peu jeune. Il est jeune, donc il a su se faire sa chance dans un effectif quand même bourré de stars qui représente le Paris Saint-Germain. Intégré par les frères Karabatic quand même. Intégré par frère Karabatic, il a ses minutes, il a eu des bonnes séquences. 5 buts sur 8 tentatives. 5 sur 8 au tir, ce qui est plutôt efficace.
Et il m'avait déjà impressionné durant le mondial de hand. Quand Maxime m'en parlait, je me disais c'est bon, il surcote parce que c'est un ancien de Créteil, mais non, il est vraiment plus qu'honnête. J'ai jamais fait ça, moi. Oui, oui, t'en as fait des caisses. Mais je pensais qu'il en faisait des caisses, mais non, il est vraiment bon et je pense qu'il peut représenter un vrai avenir en équipe de France le jour où les Caras sont plus là. Ou... Et même qui peut être complémentaire à Porte, à Baraché. À Baraché, qu'on espère qu'il va bien revenir de sa blessure. On espère. À chaque fois, il nous fait le coup, hein, il est toujours blessé. Ah, c'est pas de chance, quoi. C'est la faute à pas de chance, presque. Baraché qui a eu peu de temps de jeu au PSG, qui va se relancer, qui espérait se relancer du côté de Saint-Raph. Ça me paraît compliqué pour l'instant. Bah, avec la blessure, on va voir comment il s'en remet. Mais Xavier Baraché, je me fais pas de soucis pour lui. S'il retrouve son niveau de quand il jouait à l'Atlético de Madrid, il n'y aura pas de soucis. Oui, et sa saison 2011-2012 où il était meilleur arrière droit du championnat de France aussi. Oui, l'Atlético de Madrid a existé en handball entre 2011 et 2013. C'était la suite du club qui s'appelait le Ciudad Real, qui après a fait faillite, je crois, en 2013, où l'Atlético avait lâché. Faillite, c'était une catastrophe dans le handball espagnol. Ça. Pour moi, mon MVP, je vais pas être original pour dessous, mais pour moi, c'est Cyril Dumoulin. 44% d'arrêt, 21 arrêts, ce qui est quand même beaucoup pour du handball. Vraiment faire un match énorme. Je connaissais Vincent Gérard, qui avait été très bon. J'avais trouvé au meilleur vraiment sur la fin au mondial de hand. Et quand Gérard avait pris un peu la relève Gérard, pour les matchs de phase finale, il avait été très bon. Gérard, toujours en excité de première, qui gueule contre les ballons, ça on aime bien. Sacré Gérard. Mais Dumoulin aussi, il a poussé ses petites gueulantes là quand il arrête. Les petits bamos. Ça, c'est vrai que... C'est pas pire qu'un gardien moi, mais... Pour ma part, du côté de Montpellier, c'est le jeune espoir Théophile Cossé, l'ancien Dunkerquois. Qui a une patate. Fixation de ballon qui est vraiment très impressionnant et qui confirme gros potentiel. Ce que Patrice Canaillé voulait de lui. J'ai eu ma petite déception quand Montpellier, Melvin Richardson, que j'avais vu avec Créteil-Chambéry, que j'avais bien vu sur quelques séquences, que j'avais vu, je me disais, la patate qu'il a. Voilà, il a plus été dans du jeu de transition, tu sais, créer des brèches dans les défenses. Ouais, on l'a peu vu, je trouve, il était... tu sais, il revient quand même du mondial U20, ouais, où ils ont terminé à 3ème place. Là, quand tu reviens à une compétition de jeunes, c'est un peu... Toi, été tronqué. Et non, mais on est plutôt impressionné. Je pense que Montpellier et Nantes vont faire valoir leur place qu'ils ont dans ce classement de Lidl Star League. Qui est promis au PSG depuis plusieurs années quand même déjà. Bah, à part depuis que QSI a racheté le Paris Saint-Germain, c'est qu'en 2014 avec Dunkerque, je crois. Ouais. Bon, affaire à suivre en tout cas pour la première journée de championnat, et pour le Classico. Chambéry. Et pour aujourd'hui, la journée où on tourne cette vidéo, le 2 septembre, il y a les petits, comme une sorte de préambule avec les clubs de Pro League. Il y a les Normands, les bas Normands, Caen, Cherbourg, les Eurois de Vernon, qui est à peu près à une heure de Rouen, qui est promu en Pro League après avoir été champion de N1. Entraîné par l'ancien cristolien Benjamin Pavoni. Oui, et il y a Limoges qui a fini 6ème de l'exercice passé. De l'exercice passé. Bon, le club de hand de Limoges est dans l'ombre du basket parce que le CSP Limoges est un club légendaire de basket en France. C'est aussi mythique que la porcelaine, comme dirait les Limougeaux. Mais ça peut être un petit préambule sympa. Après, aux alentours de 17h, il y a la 3ème place entre Saint-Raph et Montpellier. Oui. Comme l'an passé, en fait. Comme l'an passé, t'as le remake de la finale. Samedi soir avec Nantes-Paris Saint-Germain, en espérant une Kind Arena plus remplie. Et une victoire de Nantes. Pour changer un peu la hiérarchie, pour basculer un peu la hiérarchie. Oui. Et on donne rendez-vous surtout aux spectateurs sur les chaînes de Beansport. Beansport 1, ça passait sur Beansport 1 et ça passe encore sur Beansport 1. Pour le Classico du 13 septembre entre Montpellier et Chambéry. Le Classico du hand, quoi. On espère avoir une Star League serrée cette saison. En tout cas, leur souhaite. Hein. On leur souhaite, et puis surtout, bon match à tous. Et puis nous, on vous retrouve peut-être... pour du basket, du foot, on est assez touche à tout. Sur le site du Café des Sports, à nous retrouver sur Facebook. Ciao, bonsoir.